Dans moins d'un mois, ce sera officiellement la mi-saison, et naturellement l'heure des premiers bilans. On va alors facilement se lancer dans des premières conclusions, et c'est bien normal, mais attention à l'eau qui dort. L'histoire a montré plus d'une fois qu'une équipe peut complètement changer de visage, positivement ou non, sur une deuxième moitié de saison. Aujourd'hui, on va parler de ces teams qui sont passés du tout au tout dans le bon sens du terme. Ainsi, dans l'histoire de la ligue, il y a déjà eu quelques gros retournements de situation, où des équipes a priori bien larguées ont réussi à totalement renverser la vapeur, et c'est à celles qui ont fait les volte-face les plus impressionnants qu'on va s'intéresser aujourd'hui. On a fait preuve d'un tout petit peu de souplesse vis-à-vis du terme mi-saison pour ne pas passer à côté de certains gros turnarounds entamés un peu avant la barre des 41 matchs. Il aurait par exemple été dommage de zapper les Rockets de 2007-2008. Après une saison 2006-2007 à 52 victoires mais une élimination au premier tour, l'équipe a viré Jeff Van Gundy et confié les clés du coaching à Rick Adelman. Tout a bien démarré avec 6 victoires sur les 7 premiers matchs, mais au 2 janvier, l'équipe était retombée à 15 victoires pour 17 défaites. Un bilan qui lui conférait une inquiétante 10e place à l'ouest. L'absence de T-Mac pour blessure entre fin décembre et mi-janvier n'a pas aidé, mais l'équipe a gagné 7 matchs sur 11 sans lui, et l'intégration à partir du 27 janvier et jusqu'à la fin de la saison de Luis Scola, le rookie, aux côtés d'Yao Ming dans le 5 de départ à la place de Chuck Hayes, s'est révélée payante. Rafer Alston et Shane Battier dans le backcourt, Houston a ensuite enchaîné sur 22 succès de suite, dont 10 sans Yao Ming, soit la 4e meilleure série de l'histoire de la NBA. À la fin de la série mi-mars, les Rockets avaient pris la tête à l'ouest. Ils ont terminé la saison avec 55 victoires, mais privés d'Yao Ming, out depuis fin février pour une fracture de fatigue au pied et avec un T-Mac obligé de se faire des injections dans l'épaule et le genou pour jouer, les Texans, 4e à l'ouest à l'issue de la saison régulière, sont à nouveau tombés face au Jazz au premier tour des playoffs. On retiendra quand même que cette équipe a eu un pourcentage victoire de 80,4 sur la deuxième moitié de saison. Et avant de vous parler de l'historique saison des Boston Celtics de 2021-2022, penchons-nous sur l'exercice 2004-2005 des Denver Nuggets. Et ce, avec un Carmelo Anthony en pleine ascension, mais aussi un nombre de changements de coach record pendant la saison. Cette année-là, les Nuggets, qui venaient d'acquérir le finaliste 2002 et 2003 Kenyon Martin, sortaient de leur première apparition en playoff en 9 ans, mais ils ont démarré par un bilan décevant, de 13-15, puis 17-24. Le coach, Jeff Bzdelik, a été remercié après 28 matchs, remplacé par Michael Cooper, avec qui l'équipe a perdu 10 des 14 matchs suivants. Cooper a sauté dans la foulée, et c'est George Karl qui a pris les rênes. Avec lui, l'équipe a signé un 32-8 pour le reste de la saison, dont une série de 10 victoires consécutives en avril pour finir à 49-33. 11e à l'ouest au 25 janvier, Denver a remporté 78% de ses matchs sur la deuxième moitié de la saison et terminé 7e, mais s'est fait sortir par les San Antonio Spurs, les futurs champions, au premier tour. Et toi, ne zappe pas, il faut que je te parle d'un voyage exceptionnel à New York avec 5 matchs NBA. Oui, 5. Plus d'une semaine à New York du 26 janvier au 3 février avec les Knicks, les Lakers, les Celtics, les Nuggets, 2 matchs à Philly et des fans et expériences folles. Avec notre agence de voyage Trip Double, on organise de très nombreux voyages NBA, mais celui-ci à New York est incroyable. Jusqu'à 5 matchs NBA donc, et écoutez bien les affiches. Knicks Lakers, Sixers Celtics, Knicks Nuggets, Sixers Lakers et Nets Kings. Une dinguerie. L'occasion de découvrir pas moins de 3 salles NBA, le légendaire Madison Square Garden, le Barclays Center et le Wells Fargo Center. Mais le clou du voyage, ce sont nos fan expériences exclusives, totalement inaccessibles sans passer par notre agence. Vous aurez l'occasion unique de jouer sur un parquet NBA. Imaginez-vous disputer des matchs sur les parquets que foulent les stars de la ligue. Quelques minutes après LeBron James, c'est vous qui aurez ce privilège unique de tenter d'enfiler les paniers. Vous pourrez également vous glisser dans la peau d'une star NBA qui est dans le Money Time, puisque vous shooterez un lancer franc au mythique Madison Square Garden. Et ce n'est pas tout. Il y aura aussi notre fameuse journée basket avec la visite du MSG, 20% de réduction au NBA Store et une session sur le playground de Brooklyn Beach Park et sa vue époustouflante sur la skyline de Manhattan. Puis bien sûr, vous aurez du temps libre pour découvrir Big Apple, monter à l'Empire State Building, arpenter Central Park, vous rendre au pied de la Statue de la Liberté ou encore vous enfiler les meilleurs burgers de la ville. Alors, vous attendez quoi pour réserver ce voyage XXL à New York? Ça se passe dans le lien en haut de la vidéo ou en vous rendant directement sur tripdouble.com. tripdouble.com. Et n'hésitez pas à nous contacter aussi au 06 33 06 80 43 pour avoir plus d'informations. C'est moi qui vous répondrai. Allez, je vous donne rendez-vous à New York du 26 janvier au 3 février. Comme promis, parlons des Boston Celtics de 2021-2022. Ils ont tout simplement signé le meilleur bilan de l'histoire pour une équipe qui était dans le négatif à la mi-saison. D'un bilan de 20 victoires pour 21 défaites au bout de 41 matchs et 18-21 quelques jours plus tôt, avec leur nouveau coach Ime Udoka, ils sont passés à 51-31, soit 31 victoires sur les 41 derniers matchs. Et en plus, avec des écarts de 15 points en moyenne. Derrick White et Daniel Theis sont arrivés à la deadline pour épauler la paire Tatum-Brown, qu'on disait alors incompatible.
Exit les Jabari Parker, CJ Miles et Joe Johnson, signés pour pallier aux absences liées au Covid. Exit aussi Dennis Schroeder et Josh Richardson, inefficaces pour l'équipe. 11e à l'Est au 6 janvier, les Seas ont finalement terminé 2e de la conférence Est derrière Miami. Tatum a été élu dans la All-NBA First Team, Marcus Smart, nommé Depoy et Robert Williams élu dans la All-NBA Defensive First Team. La suite, c'est un 4-0 au premier tour contre Brooklyn, une qualification en 7 matchs contre des Bucks champions en titre, puis en 7 matchs aussi face à Miami en finale de conférence, puis finalement une défaite en 6 matchs après avoir mené 2-1 face aux Warriors en finale NBA. Et puisqu'on ne peut pas parler de Boston sans parler de Los Angeles, intéressons-nous aux Lakers 2002-2003. La première partie de saison post-sweep a été particulièrement difficile pour les Californiens. Sans Shaquille O'Neal pour les 12 premiers matchs, ils ont essuyé 9 revers sur ces 12 rencontres et ont signé leur pire bilan après 30 matchs en 9 ans avec seulement 11 victoires. Même pas playoffable au All-Star Break, ils ont finalement remporté 11 de leurs 13 derniers matchs pour aller chercher la 5e place de la conférence et décrocher 50 victoires en 32 matchs. Ils ont ensuite sorti Minnesota 4-2, mais le deuxième tour leur a été fatal, eux aussi stoppés par l'équipe qui finira championne cette année-là, les San Antonio Spurs. On continue avec le Jazz 2017-2018, si cela ne vous dit rien, laissez-nous vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Gordon Hayward vient de partir à Boston, Donovan Mitchell est rookie, en tout cas sur le papier, car le 13e choix de la draft, sorti de Louisville, s'est tout de suite imposé comme un leader offensif et l'un des meilleurs attaquants de la ligue. Quelques mois ont suffi à ce que cela se traduise en victoire pour le Jazz. Ça a été compliqué au début, surtout parce qu'il a fallu faire sans Rudy Gobert, blessé au genou, pendant 26 matchs entre la mi-novembre et la mi-janvier. D'un bilan de 13-11, l'équipe est passée à 17-24 à la mi-saison, puis à 18-26 au retour du français, et elle est tombée jusqu'à 19-28 et une 10e place à l'ouest au 22 janvier, avant de remporter 29 des 35 rencontres suivantes. Beaucoup ont ensuite fait une croix sur le Jazz quand il a loupé l'occasion de finir 3e et donc d'affronter les Pelicans sans DeMarcus Cousins au premier tour, en perdant un match important contre Portland. Utah, 48 victoires pour 36 défaites, a terminé 5e, mais a surpris tout le monde en sortant le tender de Westbrook, PG et Carmelo au premier tour, avant de s'incliner face aux Rockets, version 65 victoires, 17 défaites. Une équipe bien plus old school maintenant, les Bulls 76-77. En cette période pré-Michael Jordan, les stars de l'équipe se nommaient Artis Gilmore, Norm Van Leer et Bob Love. Comme le Jazz 2017-2018, dont on vient de parler, l'équipe qui a perdu jusqu'à 13 matchs d'affilée était à 17 victoires pour 24 défaites à la mi-saison, mais elle a fini dans le positif en remportant 27 de ses 41 derniers matchs pour un bilan final de 44-38. Suffisant pour terminer à la 6e place de la conférence Ouest. Oui, Chicago était à l'Ouest à l'époque. Au premier tour des playoffs, les Bulls se sont ensuite fait sortir 2-1 par les Blazers, sacré champion derrière. 40 ans plus tard, il y a eu Miami. 11, c'est le nombre de matchs gagnés par cette équipe privée de Chris Bosh et menée par Goran Dragic, Dion Waiters et Hassan Whiteside sur les 40 premières rencontres de la saison. Et pourtant, contre toute attente, le Heat n'a pas fini dans le négatif. Bon, pas dans le positif non plus, mais à l'équilibre. 41-41, ce qui représente déjà un très gros exploit. Du 17 janvier, la date anniversaire de Dwayne Wade qui avait quitté l'équipe pour Cleveland à l'intersaison, au passage, au 10 février, le Heat a remporté 13 matchs d'affilée, et donc 30 matchs sur les 41 dernières rencontres. Hélas pour eux, leurs espoirs de playoff ont été enterrés lors du dernier match de la saison, malgré une victoire. Et oui, pas de play-in à l'époque, les Floridiens ont terminé 9e, éliminés au tiebreaker. Une autre équipe de Miami a laissé son empreinte parmi celles qui ont réalisé les meilleurs turnarounds qu'on a pu trouver, celle de 2003-2004. À l'été 2003, plusieurs joueurs marquants sont arrivés dans l'équipe, dont Lamar Odom et Dwayne Wade. Dans le 5 de départ, on retrouvait Brian Grant, Caron Butler et Eddie Jones autour d'eux. Pat Riley, qui n'avait pas réussi à accéder aux playoffs depuis 2 ans en tant que coach avec l'équipe, a laissé les clés du banc à son assistant, Stan Van Gundy. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela a été fort compliqué pour eux au départ. 7 défaites pour démarrer la saison et 5 victoires seulement sur les 20 premiers matchs. À la mi-saison, Miami, 10e à l'Est, n'était qu'à 39% de victoire. Mais bien aidé par la faiblesse de la conférence Est cette année-là, l'équipe a terminé la saison à la 4e place, avec un bilan tout juste positif de 42 victoires pour 40 défaites. En playoff, ils ont sorti les Hornets de Baron Davis avant de tomber face à des Pacers aux 61 wins en saison. L'année suivante, c'est New Jersey qui s'est illustré dans le domaine des secondes parties de saison surprise. Une raison simple à cela, Vince Carter. Avant son arrivée, le bilan de l'équipe menée par Jason Kidd et Richard Jefferson jusqu'à sa blessure au poignet fin décembre était de 9 victoires pour 16 défaites. L'équipe est même tombée à 15-26 à la mi-saison, mais elle a enchaîné avec 27 victoires sur les 41 derniers matchs pour un bilan de 42-40. Les Nets sont arrachés une qualif en playoff, mais se sont fait sweeper par Miami derrière. Il est temps de parler des Sixers de 2017-2018. Beaucoup de hype autour de cette équipe. Le retour de Joel Embiid après 2 premières saisons blanches puis une 3e à 31 matchs seulement, la première vraie saison de Ben Simmons, premier choix 2016 très attendu, et puis l'arrivée d'un autre first pick, Markelle Fultz, qu'on n'aura pas vu longtemps cette année-là. Après un début de saison en dents de scie et un petit bilan de 14-18 juste avant Noël, les Sixers sont repassés dans le positif à la mi-saison, 21-20, avant de remporter 31 matchs sur les 41 restants, dont une série de 16 succès consécutifs, dont la moitié sans Embiid. Pour compenser ça, on avait un Simmons en triple-double, des shooters efficaces avec JJ Redick et Marco Bellinelli, et aussi le retour de Fultz pour terminer la saison. Cette série de victoires leur a permis de faire un bond au classement, bienvenu, alors que Milwaukee et Miami étaient à leur trousse dans
la course aux playoffs à l'Est. Au final, les Sixers ont terminé 3e de leur conférence avec 52 victoires. Ils ont ensuite sorti Miami en 5 matchs au premier tour avant une défaite frustrante face à Boston en demi-finale de conf. Un an plus tard, Orlando, pour la première année de Steve Clifford après l'échec de l'expérimentation Frank Vogel, a réussi à finir la saison au-dessus des 50% de victoires. Et ce, alors que l'équipe n'était qu'à 41%, soit 17 victoires pour 24 défaites à la mi-saison. Son bilan ne s'est même pas amélioré tout de suite, puisque l'équipe est même tombée à 20-31 au 31 janvier 2019. Mais tout comme les Sixers de 2018 dont on a parlé juste avant, le Magic de Vucevic, Fournier et Gordon a retrouvé les playoffs pour la première fois depuis la saison 2011-2012, en terminant de son côté l'année à 42 victoires pour 40 défaites. Suffisant pour faire les playoffs, mais pas pour résister aux Raptors, futurs champions au premier tour, avec une défaite 4-1. En 2022, les Mavericks version Jason Kidd, Luka Doncic, Kristaps Porzingis et Jalen Brunson ont tossé le tour en défense et réussi à atteindre les finales de conférence Ouest alors que l'équipe n'avait qu'un bilan de 15-17 à Noël. Ça allait déjà mieux à la mi-saison, avec un total de victoires monté à 22, pour finalement atteindre les 52 à la fin de la campagne, avec 30 victoires sur 41 matchs. Seuls les Warriors, sacrés ensuite champions, ont pu les stopper. Saison 2014-2015, le Thunder a joué ses 22 premiers matchs sans Kevin Durant et Russell Westbrook. Steven Adams a aussi manqué des matchs, et l'équipe s'est retrouvée avec un bilan de 3-12, puis 5-17 pour démarrer l'exercice. Pendant toute cette période, c'était Reggie Jackson, l'option numéro 1, et en novembre, OKC a perdu un match sur le triste score de 69-65 face aux Rockets. La situation s'est ensuite améliorée avec les retours de Durant et Westbrook, mais il a fallu finir la saison sans KD, et OKC a loupé les playoffs en terminant à la 9ème place de la conférence Ouest avec son bilan de 45-37. 11ème à l'Est, à la fin décembre en 2021, Toronto, avec un Pascal Siakam de retour en forme et un Fred VanVleet en route pour sa première sélection All-Star, a fait passer son bilan de 15-17 à 48-34. Seul Boston a remporté plus de matchs que les Raptors entre janvier et avril 2022, mais Philadelphie, 4ème à l'Est avec 51 victoires, les a battus 4-2 au premier tour. Les Lakers de 2012-2013, avec un Kobe Bryant déchaîné, sont passés d'un décevant 17-24 pour démarrer la saison à un bilan final de 45-37. Mais la blessure au tendon d'Achille de Bryant en toute fin de campagne est venue ruiner les espoirs de l'équipe, sweepée 4-0 au premier tour des playoffs. Parcours similaire pour les Blazers de 2015-2016, avec le même bilan à la mi-saison, 17-24, puis un bilan final de 44-38. Mais Aldridge, Batum, Matthews et Lopez tous partis, Portland, avec son jeune duo Damian Lillard, CJ McCollum à la baguette, a surpris tout le monde en atteignant les demi-finales de conférence où l'équipe a été sortie par Golden State. Troisième équipe à 17-24 à la mi-saison mais qui a terminé dans le positif, Atlanta en 2021-2022. L'arrivée de Nate McMillan avait fait beaucoup de bien, la team avait terminé à 43-39 avant d'atteindre les playoffs via 2 victoires en play-in puis d'être sortie par Miami. Hors catégorie et en vrac, voici quelques autres exemples de gros turnaround dans l'histoire dont nous voulions parler. Les Spurs de 98-99, durant une saison raccourcie à 50 matchs en raison du lockout, ils ont démarré leur saison sur un bilan de 6 victoires 8 défaites avant de passer en mode rouleau compresseur sur le reste de la saison et des playoffs. 51 victoires, 15 défaites jusqu'au titre de champion. Ensuite, les Suns de 96-97, orphelins de Charles Barkley et avec un Jason Kidd blessé pour débuter la saison. Ils ont perdu leurs 13 premiers matchs puis sont passés d'un 15-26 à la mi-saison à un 40-42 au final, avec une qualification pour le premier tour des playoffs à la clé. New Orleans a réussi la prouesse d'être dans les 8 qualifiés à l'ouest en sortant du play-in après avoir commencé la saison par 3 victoires pour 16 revers. C'était en 2021-2022. Cleveland en 84-85 a fait encore mieux, se qualifier pour la post-season après avoir commencé la saison par un 2-19. L'équipe avait comme les Pels terminé à 36-46. Philadelphie en 2006-2007 a remporté près de 60% de ses matchs sur la deuxième moitié de saison, quelques mois après avoir transféré Allen Iverson et donné les clés de l'attaque des Sixers à André Iguodala. L'équipe était à 11 victoires pour 30 défaites sur les 41 premiers matchs. Les Bulls de 2008-2009, qui avaient bien embêté Boston au premier tour des playoffs avec une défaite au Game 7, avaient terminé la saison à l'équilibre, alors que D. Rose, Joakim Noah, Ben Gordon & Co ne comptaient que 18 victoires sur les 41 premiers matchs. Une petite pensée aussi pour la transformation de Phoenix dans la bulle, 4 mois après la suspension de la saison 2019-2020. Les Suns avaient bouclé leur saison sur un parfait 8-0 en Floride, mais cela n'avait porté leur bilan qu'à 34-39, insuffisant pour espérer faire les playoffs. Alors, parmi les équipes de cette année qui sont dans le négatif, comme les Sixers ou les Kings par exemple, quelle est celle en qui vous croyez le plus pour faire un super turnaround sur la deuxième partie de la saison 2024-2025 ? Dites-nous tout ça en commentaire.